Salut à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Aujourd'hui nous allons évoquer le cas de Night of Champions. Premier match de cette soirée et match pour le championnat intercontinental, Ryback versus Kevin Owens. Et force est de constater que ce match est vraiment plutôt cool. Vraiment très sympa, un opener qui est plutôt rapide. En tout cas, les deux catcheurs ont réussi à se mettre dans le match très rapidement, ce qui plutôt fait plaisir à voir. J'ai senti Ryback assez faiblard malheureusement. Je veux dire, l'entame de match était plutôt bonne, mais malheureusement, Owens a très vite pris l'ascendant sur son adversaire. Et on voit très vite la différence de gabarit entre les deux catcheurs. Ça se voit énormément. De souvenirs, il me semblait que Kevin Owens était un petit peu plus charpenté, mais là, face à Ryback, qui est clairement un mastodonte, ouais, donc là, la différence se fait sentir. Ce qui est amusant de noter, ce sont les nombreuses soumissions organisées par Kevin Owens sur le bras gauche de Ryback. Et ce qui est un résultat logique finalement, c'est de voir Kevin Owens mener le match de A à Z pour finalement remporter le match. Le match est loin d'être mauvais, même s'il souffre d'une petite longueur à certains moments. Finalement, victoire de Kevin Owens, qui du coup devient de ce fait nouveau champion intercontinental. Un match bien, au moins la moyenne, 5,5 sur 10. Second match de cette soirée, Ziggler versus Rusev. Alors, autant les deux derniers affrontements, ceux de Battleground et ceux de SummerSlam, m'avaient particulièrement énervé. Les deux matchs précédents n'étaient pas forcément bien et j'avais comme un a priori sur ce match. Pourquoi refaire un troisième match alors que les deux autres matchs précédents n'étaient pas vraiment de très bonne qualité? A l'inverse par exemple d'un Kevin Owens versus Cena où on en a eu 3 d'affilée mais où la qualité était vraiment au rendez-vous. Là il se trouve que pour ce match de Night of Champions, on a eu droit au Ziggler des grands soirs et un Rusev qui clairement se retrouve inadapté face à un catcheur de ce gabarit. Clairement, on a eu affaire à un match plutôt bon dans l'ensemble. Un Ziggler totalement on fire. Vraiment, j'ai pas d'autre terme. Il était vraiment en feu. Et il s'est plutôt bien débrouillé. Très rapide, enchaînant plutôt bien les coups. Rusev, de son côté, a eu du mal à être dans le match et fut déstabilisé non, en plus par le public, lorsque le public scanda We Want Lana. Ce qui du coup a totalement déstabilisé Rusev. Et sans compter également une intervention quasi inutile et totalement prévisible de Summer Rae qui essaye d'interférer avec l'arbitre. Finalement, Ziggler reprend l'avantage avec tout plein de choses aux alentours et du coup, victoire de Ziggler. Le match est sympa mais clairement souffre de quelques petits troubles avec Rusev qui clairement est un peu lent. Lent et pas forcément très technique. C'est bizarre hein, mais si je devais faire une comparaison, même John Cena est pourtant un tout petit peu plus technique. On verra ça tout à l'heure lorsque ce sera son match, mais Rusev malheureusement c'est pas le cas. J'ai quelques soucis avec lui, c'est dommage. Bon, le match est quand même au-dessus de la moyenne et reste relativement meilleur que les deux précédents. C'est ce qu'il faut quand même noter et c'est quand même important de le souligner. 6 sur 10. Troisième match de cette soirée pour les titres par équipe. Les Dudley Boys, leur grand retour en pay-per-view à la WWE face à New Day. Alors, que dire? Le match était tout simplement somptueux. Même si pour moi le gros point faible de ce match reste Bob Harray, qui s'est fait mener, on va dire, ou plutôt à encaisser les coups sans broncher. Alors Devon par contre, lui, rien à dire, génial. Il s'est fait tout le monde. Bon après, Kofi Kingston, très bonne performance. Étonnamment, Big E a réussi à se faire mener.
clairement. C'est assez étonnant parce que le dernier en date qui a réussi à faire ça, c'était l'un des mecs des Primetime Players, son nom ça va me revenir, Titus O'Neil, ouais. Oui, ça va me revenir. C'est assez étonnant finalement. L'intervention de Xavier Wood sur le tombé est une suite logique. Donc forcément, ils conservent leur titre par disqualification. Mais l'ensemble du match est très sympa. Ça s'enchaîne très rapidement. Les Dudley n'ont pratiquement rien perdu de leur grande technique. Alors que ça fait 10 ans qu'ils ont quitté la WWE. Certes, ils ont eu un parcours à la TNA, il faut quand même le souligner. Mais 10 ans après leur départ de la WWE, ils n'ont quasiment rien perdu. Je veux dire, ils sont... je vais pas dire vieux, c'est quand même très méchant et pas forcément... c'est pas un compliment, clairement. Et pourtant, ils sont encore au top. Force est de constater qu'ils ils ont vraiment une très très bonne capacité de in-ring, même si pour Bob Harris, j'ai quand même un peu de mal. Alors, c'est certainement le match qui veut ça, hein, mais il faut toujours que dans un match tag, il y en a un qui en prenne plein la gueule pendant tout le match, et ce qui fait que son coéquipier arrive et clairement lui sauve les miches. C'est comme ça dans n'importe quel match tag, c'est un secret pour personne, hein, de toute manière, mais je suis déçu. Je suis déçu parce que j'aurais vraiment aimé voir un vrai grand Bob Harris, ce qui n'est pas le cas. C'est clairement le point faible du match, tant pis, on va pas refaire le match de ce côté-là. Le match, quant à lui, par contre, est vraiment de toute beauté. Victoire, du coup, des New Day par disqualification. Petite chose à noter quand même, et pas des moindres, c'est la fin du match, lorsque les 3 New Day sont en train de célébrer leur match. Xavier Wood, avec le dos tourné, commence à jouer du trombone, alors que ses 2 coéquipiers se font malmener par les Dudley Boys. Et qu'est-ce qu'il joue pour célébrer sa victoire au trombone? Qu'est-ce qu'il joue? Le Victory Fanfare de Final Fantasy. Oui, moi, mon petit cœur de gamer, ça me parle. Donc forcément, lorsque j'ai entendu ça, j'ai tout de suite réagi et ça fait plaisir à entendre. Mais bon, c'est un secret pour personne, Xavier Wood est un gamer, donc la preuve avec sa chaîne YouTube lui aussi. 4e match et match féminin, match pour le titre des divas, Nikki Bella versus Charlotte. Alors, début de match qui a très mal commencé pour Charlotte. Une petite blessure suite à une mauvaise réception et son genou a bien pris. Il a pris cher et clairement, pendant les 3/4 du match, elle en prend plein la gueule. Elle arrive à revenir à un certain moment, mais c'est surtout vers la fin de match où elle fait une performance incroyable, surpassant sa douleur, et là on voit vraiment la marque des grandes catcheuses. Et vis-à-vis de Nikki Bella, alors autant j'aurais dit elle me pète les burnes, autant là j'ai envie de dire c'est du pur génie. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du pur génie. Elle arrive à reprendre pratiquement des techniques, attitudes ou autres venant des plus grands heels de l'histoire. J'ai cru voir des choses venant de Ric Flair, de Orton, un peu du Miz, un peu de d'autres heels que j'ai pu voir, entre autres, j'ai pas tout calculé mais ça fait vraiment plaisir à voir et elle arrive à avoir cette rage d'un heel clairement qui est très étonnant à voir dans une division féminine, mais surtout à reprendre des codes du heel masculin pour son propre compte. C'est très réussi je trouve et ça apporte vraiment un plus au match parce que pendant les 3/4 du match, clairement j'avais pensé qu'elle allait remporter le match. Même pas. Charlotte a fait ce que j'appellerais une Sangoku. Clairement c'est j'en prends plein la gueule pendant tout le match, je me mets en mode super guerrier et clairement je l'éclate. Mais au sens propre du terme. Et en plus en utilisant clairement la technique de soumission de son petit papa chéri. Donc bel hommage en plus, sachant que Ric Flair était en plus en backstage qui est venu à la fin pour la féliciter. Ce match féminin était tout simplement très très bon. Bon, on est loin bien sûr du match of the year, mais sincèrement il a vraiment ce petit truc qui fait que ce match est vraiment digne d'être dans un pay-per-view. On a vraiment affaire à un bon match de catch féminin. On est encore très très loin des matchs d'NXT bien sûr, mais déjà c'est une évolution vers la nouvelle vague féminine de la WWE. Le match en soi est un peu long parce que Nikki Bella mène quasiment les 3/4 du match, ce qui est un peu dommage, mais
malgré tout, Charlotte arrive quand même à se maintenir au niveau, malgré sa blessure au genou. Clairement, ça vaut un 6,5, voire 7, avec une belle victoire de Charlotte qui du coup devient nouvelle championne des Divas. Enfin, le passage de relais est fait, mais je reste totalement insatisfait du règne de Nikki Bella, parce que si selon les fans de catch qui trouvent que le règne de Nikki Bella est totalement crédible, parce que vous trouvez ça crédible de faire des Twin Magic à tout bout de champ, sachant qu'elle n'a pas défendu à SummerSlam, qu'elle n'a pas défendu à WrestleMania, donc c'est-à-dire dans 2 gros pay-per-view majeurs de cette année, ça n'a pas été défendu non plus à Battleground. Vous trouvez ça logique et crédible comme règne? Moi pas. C'est juste pour faire battre le record d'Edgy Lee parce qu'elle n'était plus dans l'entreprise, et simplement aussi parce que c'est la femme de John Cena, donc forcément on en profite. Et petit coup de gueule au passage, et non des moindres, le fait que la famille Bella soit casée qu'avec des officiels de la WWE, ou avec des gens importants de la WWE. Donc John Cena pour Nikki, Daniel Bryan pour Brie, et leur mère maintenant se marie avec John Laurinaitis. Ça va vite commencer à me gonfler. Vraiment, il y a un peu de l'influence, on va dire. Voilà. Je veux dire, Eden Steele est mariée à Cody Rhodes, c'est pas pour autant qu'elle a un poste haut gradé. Voilà. Donc, ou autre cas de figure, Renee Young est pourtant en couple avec Dean Ambrose, c'est pas pour autant qu'elle a un énorme poste. Donc on sent clairement un favoritisme de ce côté-là et ça va vite commencer à me gonfler. La Wyatt Family face à Roman Reigns, Dean Ambrose et le partenaire mystère. Non, il n'est pas vacant. Dommage. C'est Chris Jericho. Oui, je m'attendais à tout le monde. Je m'attendais à Randy Orton, je m'attendais à Kane, je m'attendais à Daniel Bryan, à Eric Rowan, mais pas à Jericho. Et encore une fois, la WWE a réussi à me surprendre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas forcément spoilé non plus par toutes les infos provenant du web. Ça fait plaisir à voir. Le match est pas mauvais en soi. Le cher Braun Strowman arrive à faire jeu égal avec Roman Reigns. Pour mon plus grand bonheur, enfin quelqu'un qui est capable de rivaliser avec ce qui est censé être le successeur de John Cena, hein, donc rien que ça. Le match en soi est pas mauvais, vraiment. J'ai pas vu de choses particulières dans le match, si ce n'est que Roman Reigns s'est quand même fait bien malmener. Et sur la fin du match, ou plutôt après la fin du match, une petite mésentente entre le duo Ambrose Reigns et Chris Jericho, suite à un tag assez involontaire de la part de Roman Reigns, où Chris Jericho clairement fait le tag pour prendre la place et essayer de contrer Braun Strowman. Clairement, c'est dommage, mais bon. C'est pas trop anecdotique, mais ça pourra avoir un impact durant les prochaines semaines. Le match en lui-même est pas mauvais, s'enchaîne plutôt bien, la Wyatt Family est vraiment au top, et clairement on sent que ces mecs sont hyper charismatiques et très talentueux dans un ring. Ambrose fait du Ambrose, rien à dire de ce côté-là. C'est clairement le fait que Roman Reigns se fasse très malmener par la Wyatt Family, ou plus particulièrement par Braun et Chris Jericho qui, malgré ses 44 ans, il tient bien la forme. Clairement, il tient encore très très bien la forme, il a toutes ses dents et nous gratifie d'une énorme performance. Je suis moi-même le premier étonné. Et un match qui, selon moi, ne fait pas partie des meilleurs de la soirée, mais encore une fois, fait le job. 6,5 sur 10. Et victoire, bien sûr, de la Wyatt Family. Mage. Donc en gros, tout ce qu'a fait Chris Jericho n'aura servi à rien. Tant pis. Alors, les 2 derniers matchs de la soirée, donc les 2 matchs de Seth Rollins. Seth Rollins face à John Cena pour le titre United States Championship. Oh putain de merde. Désolé, je suis vulgaire, mais là, oh waouh. C'est encore une fois un match à la hauteur. Alors, je faisais le comparatif sur ma page Facebook. Clairement, les mecs de la Ring of Honor sont des Super Saiyans du catch. Et j'ai vraiment l'impression que John Cena affronte
les Super Saiyans du catch entre Kevin Owens et Seth Rollins. Et là, waouh, le match était énorme. Sincèrement, depuis quand John Cena fait des Hurricane Rana? Vraiment, c'est la première fois que j'en vois, plus forcément DDT, etc. John Cena ne cesse de me surprendre cette année. Ah, c'est un point positif, hein. Si, je vous jure, c'est un point positif. Le match est incroyable. J'ai pas vu une telle qualité chez John Cena depuis les matchs de Kevin Owens, mais avant ça, j'en avais jamais vu de telle qualité en match. Le match était tout bonnement incroyable, et Seth Rollins n'est pas en reste lui non plus, hein. Je veux dire, ça part de tous les côtés, il y a quasiment aucun temps mort, et les deux combattants limite se neutralisent presque à chaque fois et nous font des performances totalement incroyables. C'est clairement un match qui pour moi pourrait être un match de championnat du monde, c'est un match pour un titre mineur, mais le match est tout bonnement incroyable. J'ai jamais vu une qualité pareille. C'est dingue. Je veux dire, j'en suis encore totalement étonné, c'est dire. Mais oh my god. Ouais, c'est l'un des matchs oh my god certainement de l'année. Bien sûr, on est loin des matchs avec Kevin Owens. Je sais que je fais le comparatif souvent, mais les matchs avec Kevin Owens sont pour moi des matchs of the year. Celui-ci s'en rapproche aussi. J'ai vraiment l'impression qu'il faut de très bons adversaires, voire même d'excellents adversaires, pour que John Cena puisse dévoiler tout son potentiel. Un petit peu comme les Namek dévoilent le réel potentiel de Krillin et de Son Gohan par exemple. Et honnêtement, on a affaire à un John Cena qui nous fait la perf de sa vie. Honnêtement, il n'y a pratiquement pas de temps mort. En tout cas, j'en ai pas vu des temps morts. Seth Rollins nous fait des performances incroyables. J'ai pas d'autres mots. Le match à lui-même, je pense que c'est le match de la soirée. Oui, vous allez voir qu'avec Sting aussi, il y a quelque chose aussi qui fait que c'est un main event. Là, on a vraiment affaire à un vrai main event. Pas comme avec Undertaker Lesnar du mois précédent. Oui, hein, je sais qu'il y en a qui l'ont aimé, moi c'est pas mon cas. C'est une question de goût et de préférence, je vous rappelle. Vous savez que vous avez les descriptions pour me dire votre avis sur ce que vous en pensez. Mais là, ce match était tout bonnement incroyable et mérite honnêtement un 7, voire même 7,5. Je suis très généreux, mais là il se trouve que ce match, clairement, mérite son 7,5. Et du coup, parce que c'est quand même important de le préciser, victoire de John Cena qui récupère son titre US. C'était mérité. Vraiment, c'était vraiment mérité. Et donc, second match de Seth Rollins face à Sting pour le titre World Heavyweight Championship de la WWE. Et forcément que Seth Rollins est totalement épuisé après le premier match. Il refuse même un peu de combattre et à un moment donné cherche même à s'en aller. Mais, il faut quand même préciser, il cherche à s'en aller alors que Sting allait lui porter certainement une powerbomb ou quelque chose afin de l'éclater sur la table des commentateurs américains. Seth Rollins le propulse, ce qui fait que Sting en fait atterrit sur la table mexicaine. Et d'ailleurs, il se cogne la tête face à un écran de télé. Vous savez, les gros écrans que les commentateurs ont. Donc, du coup, Seth Rollins prend le titre, commence à se barrer, puis revient et le match continue. Alors, je faisais le comparatif avec Jericho, mais finalement, c'est pratiquement la même chose. Sting est lui aussi en énorme bonne forme physique. Je ne sais pas quel âge il a, hein, mais pour son âge, parce que je pense qu'il a plus de la cinquantaine. En tout cas, il a plus de 45 ans, ça c'est sûr. Donc, pour moi, je trouve qu'il a quand même encore un bon physique et un bon niveau in-ring. Alors, je sais, le Scorpion Deathlock, pour moi, ça me fait quand même beaucoup penser à un sharpshooter. J'ai même l'impression que c'est la même chose en fait. Et il me semble qu'à la WCW, il y avait un truc avec ça. Mais bon, les spécialistes me le diront. Vous avez les commentaires pour ça, je vous rappelle. Le match est sympa. Très sympa. Alors forcément un petit peu en dessous du match avec John Cena. Forcément. Mais je dois dire, waouh. Lui aussi, là, ça a vraiment la gueule d'un main event. Il n'y a pas à dire. Et malgré les blessures de Sting, comme avec Charlotte, il s'est donné à fond. Sachant qu'en plus, l'âge entre en compte. Et il nous donne tout ce qu'il a dans les tripes. Vraiment.
Malheureusement, ça ne suffira pas, et victoire de Seth Rollins qui l'emporte en conservant son titre, et en plus à la loyale, c'est quand même important de le préciser. Et, malgré tout, après la fin du match, Sheamus tente sa chance avec le Money in the Bank, et aurait pu le faire. Et aurait pu. Mais quand même, ça aurait été trop facile si Sheamus encaissait sa mallette Money in the Bank maintenant. Ça marque quand même aussi le retour de Kane. Et là, je trouve crédible son arrivée après. Je m'explique. Autant il y a quelques mois de ça à Battleground, j'avais été très insatisfait de l'apparition du Taker, justement après, enfin plutôt pendant le main event. Gâchant du coup le fait qu'il reste quelques minutes à la fin du pay-per-view. Mais là, j'accepte le fait que Kane intervient à la fin du pay-per-view. Pour la bonne et simple raison que ça se passe après le match. Et que du coup, revoir Kane face à Seth Rollins par exemple, qui lui porte un chokeslam, tout comme il a porté un chokeslam aussi à Sheamus, je trouve que Kane du coup intervient de manière logique, vu que Kane a été le sous-fifre de Seth Rollins pendant plusieurs mois. Donc du coup il revient ici en mode Big Red Monster et non plus en mode Corporate, et du coup c'est logique. Mais je pense que ça sent quasiment la fin de carrière de Kane, et ça sent surtout le dernier run. Ça donne vraiment cette impression-là. En gros, c'est son dernier run, il intervient, et pendant les derniers mois à venir, il va nous faire une petite rivalité certainement avec Seth Rollins, avant de conclure sa carrière. Peut-être à WrestleMania, peut-être. Ça me semble assez loin quand même pour WrestleMania, mais bon. C'est la fin de ce débrief pay-per-view, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne louper aucune vidéo sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à faire partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour Hell in a Cell. Salut!